Bienvenue chez Impact, le balado qui fait réfléchir sur notre façon de voir le leadership. Je suis Mélanie Dénommé. Ici, on explore comment les défis deviennent des catalyseurs de croissance, comment l'authenticité inspire la confiance et comment chaque impact, petit ou grand, peut transformer. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Elisabeth Starenki, qui est associée principale et coprésidente, de la Tête chercheuse. Ensemble, nous discutons, sur l'évolution des organisations et l'évolution du leadership. On aborde, le reprenariat, les défis reliés à la coprésidence et également, le leadership au féminin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à notre balado Impact. Donc Elisabeth, j'apprécie beaucoup que tu as accepté l'invitation parce que aujourd'hui tu occupes le rôle d'associée principale, coprésidente de la Tête chercheuse. Tu es une personne par ton parcours professionnel que tu m'expliquais qui est très intéressée, qui était très intéressée par l'entrepreneuriat et qui a pris la décision de reprendre une société. Je serais curieuse un peu de t'entendre un peu sur justement ce parcours-là. Qu'est-ce qui t'avait attiré initialement à ce type de défi-là? Ben écoute, dans la vie, je pense qu'il y a des rêves qui nous habitent. Mmh. On ne sait pas pourquoi, mais qui sont là depuis toujours ou peut-être plus longtemps qu'on le pense. Puis l'entrepreneuriat, ça retourne à... J'étais jeune déjà, puis je disais, je veux avoir un jour mon entreprise. Pourquoi? C'est dur à expliquer, mais je pense qu'il Mmh. faut s'écouter. Ouais. Parfois, c'est notre nous intérieur qui nous dit où est notre X réellement. À travers les années, j'ai eu quelques expériences entrepreneuriales à différents niveaux. Et la tête chercheuse, un jour, a croisé mon chemin. Puis je dirais que la tête chercheuse, c'est une histoire... je dirais pas qu'il y a de hasard, mais c'est pas celui qui est planifié nécessairement Mmh. dans une carrière. J'ai été en marketing, en communication, en développement des affaires toute ma carrière et j'aime bien dire que ma première rencontre avec la tête chercheuse, ça a été à titre de candidate. Mmh. Ce fameux appel qu'on fait régulièrement à des talents en disant: «Bonjour, on a entendu parler de vous, on voudrait vous connaître». Ben, un jour, c'est moi qui l'ai reçu. J'étais en poste, puis c'est comme ça que j'ai découvert la tête chercheuse, son approche, euh, les opportunités qu'il propose, de réaliser que la tête chercheuse voit parfois au-delà du CV. Puis c'est vrai, parce qu'il m'avait proposé une opportunité à laquelle je n'aurais pas imaginé être proposée, un poste de marketing, développement des affaires. Puis je m'étais dit, mais oui, c'est vrai, c'est ce que je fais, même si je suis en marketing communication, j'ai toujours été dans un mode développement d'affaires. Donc, c'est comme ça que ma rencontre avec la tête chercheuse a eu lieu et qui a mené quelques années plus tard à un lunch avec une des associées à l'époque de la tête chercheuse qui, à la fin du repas, me dit Et si tu devenais chasseur de tête? Et je la vois encore parce que Mmh. c'est une image, parce que ça m'a tellement surprise. Puis de la regarder puis de dire Mais il y a quelque chose qu'on voit en moi, là, que je sais pas trop quoi, mais on voit quelque chose. Puis c'était pas la première fois que quelqu'un m'approchait pour un rôle de Mmh. chasse de Ouais. tête. Fait OK. que là, j'ai fait comme OK. Puis là, c'est le côté entrepreneur qui est embarqué, opportuniste. Ouais. Elle disait bon, ben si on voit quelque chose, il y a peut-être quelque chose à explorer. Et l'opportunité, comme on dit, le timing était bon. Donc, je me souviens de dire ben écoute, parle-moi-en plus. Puis j'ai ouvert la porte, puis ça a mené à ce que je joigne la tête chercheuse il y a quand même plusieurs années, ça fait presque 13 ans, Wow. de rejoindre la tête Mmh. chercheuse, qui a mené à cette histoire aujourd'hui qu'on écrit, moi et mon associé Annie Bissonnette, la tête chercheuse dans sa 30e année.
Wow, c'est vraiment une belle histoire parce qu'en t'écoutant, c'est comme si tu disais, ben, tu sais, on parle beaucoup de l'alignement, en fait, là, de dire, en fait, de s'écouter puis de suivre un peu notre intuition. Puis c'est un peu ça, on dirait que j'ai ressenti quand tu parlais. Puis j'ai eu comme l'impression que c'était comme un coup de cœur, en fait, la tête chercheuse. Ça se peut-tu? Mm. Ben, un coup de cœur, je dirais que ça a été les premiers mois, ça a Mm. été un coup d'opportunité. Mm. Parce que, bon, de nature très curieuse, Mhm. j'aime apprendre. J'ai cette énergie intérieure où je me dis, à tous les jours, je travaille à être meilleure pour demain. Là. Tu sais, c'est Mm. comme, ça fait partie de mon profond. C'est peut-être mes racines de musicienne. J'ai été Ah musicienne, oui? violoniste pendant longtemps. Ça fait que pratiquer pour être meilleure, pour rendre quelque chose qui, en bout de ligne, doit être parfait, parce que c'est ça la musique, là, tu peux Mm. pas de fausses notes. Euh, pour moi, c'est un motus operandi qui m'anime. Ça fait que la tête chercheuse, c'était une opportunité, bon timing, euh, un cabinet avec une belle réputation, Mm. parce que ça fait partie aussi de l'équation d'un engagement, d'un talent. Tu sais, c'est comme, il y avait une fierté, c'est, OK, la tête chercheuse, je me vois représenter. Et j'aime bien dire que ça a pris 6 mois pour que je tombe en amour avec le métier. Mm. Ce métier que, bon, on appelle chasseur de tête, je trouve ça un peu intense comme titre, là, mais c'est dépisteur de talent. Mm. C'est tellement plus qu'un CV puis un poste. Mm. Et c'est au bout de 6 mois, j'ai réalisé à quel point c'était de la stratégie d'affaires, que c'était de la relation humaine, du développement de relations, euh, une, des réseaux que tu mets à profit aussi pour répondre à des besoins d'entreprise, d'organisation. Une embauche, c'est comme la clé du succès Mm. d'une business ou d'une organisation. Et quand j'ai réalisé à quel point ça mettait à profit mes compétences, talents à un certain niveau, mais des motivations surtout. C'était comme j'ai toujours aimé le développement des affaires, la stratégie d'affaires, les réseaux. J'aime appeler ça des grandes toiles d'information qui mènent à quelque chose. Euh, les rencontres, Mm. personne à personne. J'ai toujours aimé ça. Puis ce métier-là, mais c'est chaque rencontre est pertinente. Pertinente pour Mm. maintenant, pertinente pour plus tard. Euh, donc, j'ai découvert un univers où j'étais sur mon X. Mm. Donc, c'est ça. Au bout de 6 mois, j'ai fait comme, OK, ma place, c'est ça, là. Ouais, puis je t'écoutais, puis je souriais parce que pour avoir été déjà cliente, en fait, à plusieurs reprises, en fait, avec la tête chercheuse, cette passion-là, en fait, on la ressent dès le début, en fait, qu'on fait affaire avec vous. Puis on vous voit vraiment comme des partenaires. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, là, chasse de tête, parfois on a une image, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Mais quand on vit l'expérience avec la tête chercheuse, en fait, on comprend, en fait, là, l'extension qu'on peut avoir pour bien comprendre le besoin puis nous appuyer justement pour aller Mais chercher on les se voit bons comme talents. des conseillers de confiance, Mm. des, euh, des stratèges du talent. Mm. Travailler avec des humains, c'est quand même, ça demande beaucoup d'intuition, mais aussi de compétences qui sont emmagasinées par tout un parcours. Tu sais. Mm. Devenir dépisteur de talent, il n'y a pas encore de diplôme Non, certifiant. Tu pas sais, c'est encore. quand même pas Peut-être un encore. Tu jour. sais. Mais je pense que pour être un bon chasseur de tête, ça prend un bagage Mm. d'expérience que tu mets à profit après dans une sphère qui te permet de lire les talents, les Mm. compétences, les motivations, de faire des liens aussi entre un besoin, une chaise, tout ce qui se cache derrière, son contexte, la culture organisationnelle. Tout ça, il faut être capable de le décoder pour après personnifier ça dans des talents, là, des vraies Mm. personnes. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'art Mm. qui s'acquiert avec le temps, la pratique, les années. Mm. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait partie de la passion qu'on essaie de transmettre à toute l'équipe. C'est cette passion de dire on peut être meilleur et il faut être meilleur pour Mm. nos clients. Mm.
à tous les jours parce que c'est un, tu sais, on le sait, le milieu de l'emploi évolue, Tout à les fait. organisations Oui. évoluent. Je dirais même se complexifient Mm. quand même passablement avec Mm. l'arrivée, bon, la technologie, les nouveaux outils, l'IA, les nouveaux styles de gestion, télétravail présentiel. Tu sais, il y a quelques années, ça n'existait pas. Là, on a Non, comme tout à trois, fait. quatre différents modes de travail. Mm. Tu sais, c'est Oui, comme... puis ça va vite. Ça va très vite, là. Oui. Donc, je pense que c'est un métier quand on est passionné, ben notre passion est nourrie en continu, là. Exact, tout à fait. Puis je me mets dans la peau, en fait, des gens qui nous écoutent, puis je me dis, puis j'en connais aussi, des gens que des fois qui songent à peut-être entreprendre, qui avaient un peu ce désir-là, mais qui se posent la question à savoir s'ils ont ce qu'il faut, ou Ouais. s'ils peuvent oser. Ce serait quoi, toi, les conseils, ou peut-être avec recul, j'ai envie de dire, selon toi, c'est quoi les conditions de succès que ça prend? Ben écoute, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs, Mhm. beaucoup de gens qui y pensent. Mhm. Il y a des formations, il y a Oui, des exact. parcours, il y Mhm. a tout ça. Euh, Moi, j'irais peut-être ailleurs un peu Vas-y donc. parce que je dirais que pour être entrepreneur, ça prend un certain niveau de naïveté. Mhm. Puis le mot, parfois, est négatif pour certains, mais pour moi, il est très positif. Je comprends ce que tu veux dire, je pense. Vas-y. Ne pas tout savoir Mhm. d'avance. Mhm. Parce que si on avait une vision de tout ce que ça veut dire d'être entrepreneur, de tous les enjeux, de tous les défis, de tous les risques, tous les problèmes, pas sûr que c'est une bonne idée. C'est une aventure, moi, je dis. C'est une aventure, ça c'est sûr et certain. Puis, tu sais, la tête chercheuse, quand est arrivé le moment de Mhm. potentiellement Ouais. devenir des repreneurs, Mhm. pour moi, c'était clair. Je voulais être entrepreneur. Il y avait une opportunité. J'allais me battre pour que ça Mhm. fonctionne. Euh, mais reprendre, c'est pas comme fonder. Non, c'est ça, hein? Fonder, il y a comme un côté où tu te lances, c'est Mmh. ton idée, Mmh. t'essaies. Tu dis, ça marche pas, ben j'aurais au moins essayé, puis je vais avoir appris. Le reprenariat, c'est une autre posture. C'est une Mmh. posture où il y a avant et après. Donc, il y a une date, une véritable De date. date de transaction Mmh. où il y avait un avant, puis après, il y a l'après. Puis là, tu dis, cet après-là est quand même bâti sur du succès. Parce que si tu es repreneur, c'est parce qu'il y Exact. avait quelque chose qui Mmh. fonctionnait, il y avait une valeur, il y avait quelque chose, il y avait une Mmh. réputation, il y a une marque, il y a tout ça. Puis tu dis, OK, mais si ça fonctionne pas, là, c'est sûr que c'est de ma faute parce que ça a fonctionné. Tu sais, c'est Ouais. comme... Versus l'entrepreneuriat où tu peux avoir Mmh. tes regrets ou même dire, écoute, j'ai fait un échec. Mais c'est un peu envers toi-même, tu sais, Mmh. ce défi que tu vas avoir. Là, c'est beaucoup plus public, je trouve, parce que c'est une entreprise qui a été fondée par quelqu'un, qui l'a menée, qui a fait une réussite, qui, a, qui est reconnue, tu rachètes. Et là, tu dis, il faut que je fasse aussi bien. Puis en réalité, si tu es un peu ambitieux, tu dis, il faut que ça soit mieux. Tu sais, c'est comme... Mmh. Donc, dans cette opportunité-là, j'ai souhaité le faire avec une alliée. Et Mmh. c'est là où j'ai approché Annie. J'ai dit, Annie, j'ai dit, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Tu sais, Mmh. si on partage cette imputabilité, je pense que d'un point de vue respect pour l'organisation, on ajoute on se donne plus de chance au succès. Mmh. C'est comme ça que je l'ai vu. Puis là, quand je te dis la naïveté, tu sais, c'est... Annie m'a fait confiance. Mmh. Moi, je faisais confiance à la suite parce que je me suis dit, on est capable. Mmh. Et je pense que c'est cet ingrédient qui fait qu'on ose dans la vie. Mmh. Euh, Être entrepreneur et se poser tellement de questions en amont. Souvent, je dis aux gens, c'est parce que vous n'allez jamais sauter, là, parce qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de zéro risque, Mmh. il n'y a jamais de j'ai toutes les réponses. Mmh. Mais je crois beaucoup à ce que quand tu te lances, l'action appelle l'action. Ça, c'est vrai. Puis il y a moins de chances que tu te trompes en prenant des décisions Mmh. versus attendre de prendre des décisions. Parce que là, il y a Mmh. plein de choses qui peuvent impacter.
Mm. Donc, le reprenariat, c'est ça. C'est une histoire que j'ai voulu faire à deux. Puis c'est une belle histoire. Je suis très fière de ce qu'on accomplit, Mm. de la croissance, du développement. Puis tu sais, quand on dit la naïveté, on a racheté et 6 mois plus tard, c'était le fameux mois de mars 2020. On On disait avait que le 6 timing, là. mois d'existence comme Ouais. propriétaire. Mm. Écoute, si on avait su ça avant, Mm. je sais pas si on aurait embarqué. Tu sais, c'est un rachat, tu risques beaucoup. Et là, 6 mois plus tard, on dit tout est arrêté. Mm. Je dirais que ça a été quand même le test du feu. Mm. Tu sais, une relation d'associés. Exact. Du jour au lendemain, toute ta planification, ta budgétisation, c'est tout. Là, c'était comme, oh, on ne sait même pas où on va être dans un mois. On est tous renvoyés chez nous. La Terre a arrêté. Là, tu sais. Mm. Et c'est à travers ces mois-là que cette relation d'associés, de co, s'est solidifiée. Et c'est là aussi où on a vu qu'on avait les mêmes valeurs. Mm. Parce que je pense qu'en entrepreneuriat, autant entre associés que partenaires, mais dans la relation associée, il y a quand même, on est dans le même bateau, là. Je pense que d'avoir les mêmes valeurs, ça permet de passer à travers les plus grandes épreuves parce que ton filtre décisionnel, C'est les valeurs. c'est les valeurs, puis elles sont arrimées. Mm. Fait que, tu sais, quand on parle de recrutement, l'arrimage culturel, Ouais. l'arrimage avec les valeurs, mais ça permet une cohésion puis une prise de décision alignée. Mm. Ça évite de... puis je dis pas que les discussions puis le challenge, c'est pas bon, au contraire. Mais ça évite les chicanes pour les chicanes où on est en divergence, pas sur un sujet, mais sur carrément des valeurs ou un mauvais alignement de contexte. Fait que si on sait où on veut aller, puis comment est-ce qu'on veut, quel genre de leadership on veut, puis parfois, même, je me rends à dire, tu sais, une coprésidence, si on me demandait c'est quoi la clé ultime du succès, là, Oui, ce serait quoi? c'est avez-vous les mêmes valeurs dans la gestion financière? Mm. Puis on y pense rarement à ce bout-là. Parce qu'on parle de saine gestion, on parle de bonne Exact, gestion, oui. on parle... Ouais. C'est comme très... mais fondamentalement, dans une PME, surtout, là, tu sais, c'est comme... Si tu n'as pas la même approche à la gestion financière, c'est sûr que les choses dérapent. Puis pour ceux qui nous écoutent, en fait, comment tu l'expliquerais, justement, ce défi-là? Le défi de la gestion financière, Oui. En quoi c'est si important, en fait? ben, c'est parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui tranche tout. Mm. Le choix que tu fais, l'investissement que tu fais. Tu sais, si je reviens à cette fameuse pandémie, je nous vois encore à tous les jours refaire les budgets avec un objectif, protéger l'équipe. Il y a plein d'organisations, et je ne juge pas, mais Non, nos effectivement. valeurs à nous Oui, la vôtre, c'était ça. étaient de protéger notre équipe. Parce que notre valeur, en tant que cabinet, c'était le talent qu'on avait à l'interne. Puis là, on se disait, si on n'a plus d'équipe, le jour que ça reprend, puis là, c'était le positivisme de l'entrepreneur, dit ça va pas durer, ça va pas être pour toujours. Il faut qu'on soit prêt pour quand ça Oui. repart. Mhm. On s'est dit, si on n'a plus d'équipe, ben on n'a plus rien à proposer, là. Fait qu'on sera pas prêt pour repartir. Et pendant tous ces mois-là, nos décisions étaient basées sur on protège ce qu'on a de plus précieux, ce qui est notre équipe. Mais si on n'avait pas été aligné d'un point de vue de gestion financière, ça faisait pas de sens. Non, tout à fait. Puis merci d'avoir partagé parce que je l'ai vu aussi
parfois, on pense décision financière comme coupure, mais pas nécessairement. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment d'être aligné, en fait. Puis là, tu parlais des valeurs, puis on le comprend, en fait, par l'exemple que tu donnes. Puis c'est les investissements aussi, parce que tu sais, quand tu es Exact, c'est ça que j'allais entrepreneur, dire. là, c'est C'est. où tu décides que hey, cet argent-là, que tu pourrais faire plein d'autres choses avec. Mm, Tu dis non, on décide de le mettre là. mm, Mais ça, c'est là aussi où quand tu es mm. aligné, mais ça fait tout le sens, puis ça fonctionne. Puis on parle souvent, en fait, de l'importance de s'entourer. Oui. Puis j'entends, en fait, qu'à l'interne, évidemment, c'était le cas. Mais je serais curieuse de t'entendre aussi. Est-ce que vous avez eu la chance d'être entouré peut-être à l'externe, à l'extérieur, par des partenariats? Comment toi, tu t'es entouré ou ton équipe s'est entourée dans Bien, cette nous, on a aventure-là? la chance, puis tu sais, pour parler avec d'autres entrepreneurs, parce qu'on est en co-présidence, il y a un côté où on n'est jamais seul. Mm, Parce que, tu sais, je suis pas toute seule dans mon bureau à dire j'ai un mm, problème à qui je pourrais mm, parler. Non, mm, c'est facile, là. C'est mm, comme, on va vers l'autre, puis on jase, puis tu sais, on a ce sounding board en continu. mm, Je pense que ça, c'est un des avantages et une des forces. Euh, Ceci dit, d'être entouré, c'est ultra important, puis on l'a toujours été. Tu sais, d'aller chercher la ressource externe, experte, ça a tout son sens quand tu veux grandir, croître, devenir meilleur. Nous, on a une culture où, tu sais, l'innovation, la curiosité, c'est en continu. Ça fait que, tu sais, de repenser notre modèle de gestion interne, mm, on l'a fait. On est allé chercher des ressources externes. De repenser nos outils technologiques. On va chercher de la ressource externe, on s'entoure, ça fait partie du succès. Tu sais, t'es pas bon, tu peux pas être bon dans tout. effectivement, je suis bien d'accord. Je pense que c'est l'élément que, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'humilité de dire, c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es là parce que tu savais tout. Mm, Non, c'est parce que tu as osé prendre des risques que d'autres n'ont pas pris. Parce que fondamentalement, c'est ça être entrepreneur, c'est d'avoir osé prendre des risques. Souvent, on me dit, c'est quoi l'entrepreneur? L'intrapreneur, ben, oui. l'entrepreneur, il ne prend pas nécessairement des risques de sa propre poche. Mm. Il va mener des projets comme si c'est les siens, mais il va être dans un cadre où il y a quelqu'un d'autre qui a pris le risque ultime. Là. Donc, l'entrepreneur, c'est pas parce qu'il sait tout qu'il est entrepreneur. C'est parce qu'il a osé prendre des risques, puis il ose continuer à prendre des risques. Parce que c'est pas un risque une fois, puis check, je l'ai C'est fait. vrai. C'est pas un saut en bungee, là, tu sais, c'est comme... ben des rebonds. Ah, je te comprends. Donc c'est ça l'importance d'aller chercher des ressources externes, d'oser faire ce coup de téléphone à quelqu'un qui t'inspire. Tu te dis, hey, peut-être que ça serait le fun de prendre un café, tu sais, juste de jaser. Puis l'inspiration peut venir de toutes sortes tu sais, de sources, que ce soit de la lecture, que ce soit de la rencontre. Puis je dis aussi parfois de sortir de son bureau pour juste prendre une demi-journée dans un événement. C'est la dernière chose que tu veux faire parce que ça ne rentre pas dans l'agenda. Mais c'est à ces moments-là que tu réalises, ouais, j'ai eu une super de bonne idée. Ça n'avait rien à voir avec le sujet qui était présenté devant, mais cet espace qui s'est créé, ben, te donne de l'espace pour réfléchir un peu plus, créer. Donc, il faut être capable de se donner ces permissions-là en tant qu'entrepreneur. Mais oui, le support externe, ça, c'est sûr et certain. La formation aussi. Tu sais, chez nous, on aime bien dire qu'on est un cabinet avec une culture apprenante. Tu sais, toute l'équipe a des heures de formation dans ses objectifs, des heures de formation qui sont, tu sais, payées dans leurs heures de travail. Là, parce que pour nous, c'est tellement important. Et aujourd'hui, encore plus. Parce que l'évolution des compétences, des connaissances, des outils, si tu n'es pas dans ce mode de dire je suis toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ben, tu te fais rattraper puis dépasser très vite. Là. Oui, puis on en discutait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, on le voit déjà, en fait, là, Tellement. où le développement des compétences, ça a toujours été important, mais là, on sent vraiment que la vitesse
fait en sorte que, pour certains, ça peut être très déstabilisant. Très Mm, déstabilisant. Tu sais, je reviens d'un congrès à Québec sur le leadership féminin qui était présenté par mm. la Chambre de commerce et de Québec. Puis, une des panélistes disait, aujourd'hui, c'est même plus d'apprendre, c'est de désapprendre. Oui, je suis d'accord. C'est que, tu sais, c'est comme une notion, Mm. comme contre Oui, nature. Tu effectivement. sais, on t'apprend à apprendre. Mm. On t'a pas appris à désapprendre. Mm. C'est En tout cas, moi, j'avais pas appris, j'ai appris à le faire. tu sais, c'est que consciemment, tu dois Ouais. dire, OK, Mm. je ne ferai plus ça comme ça. Mm. Mais pour l'humain, euh, ça peut être confrontant. Mm. Puis apprendre, c'est aussi une fierté. J'ai appris, j'ai un diplôme en, j'ai réussi, tu sais, ce cours, je maîtrise. C'est gratifiant, là, tu sais, puis je pense que des générations et des générations, c'est comme ça qu'on a appris à aller chercher une valeur, un statut. Puis là, on dit en tant qu'employé, ben tous les outils vont changer en continu. Faut que tu désapprennes. Ta compétence qui était bonne avant pour une carrière aujourd'hui, en 18 mois, elle passe de très pertinente à vaut la moitié. Tu sais, c'est une pression pour l'humain Tout à fait. qui encaisse ça en continu. Mm. Fait que quand je te disais, le milieu de l'emploi, c'est fascinant. Ouais. En ce moment, c'est ça que les entreprises, les équipes vivent. Puis je dirais à travers tous les types de secteurs, de départements, de métiers. C'est Tu sais. ça, effectivement, c'est transversal. C'est transversal, tu sais. Mm. Le manufacturier est impacté, tout comme le département de marketing. Donc, tout le monde doit réapprendre comment travailler. Et pour ça, mais parfois, il faut désapprendre. Je te dirais que je n'ai pas encore identifié comment on fait pour désapprendre, mais je me dis, si tu apprends en continu, c'est comme tu lâches ce que tu avais appris auparavant. Ça fait que je me dis, je Oui, il y a continue à plusieurs apprendre. succès, en fait, je te dirais, mais je pense qu'une des clés, c'est d'oser se re-questionner. Tu sais, ce qui était Oui, vrai avant, en fait, n'est plus nécessairement aujourd'hui de se permettre, en fait, d'avoir oui, cette ouverture-là. Puis ça, je te dirais, ça aide vraiment. Ce qu'on appelle dans le growth mindset, là, dans le fond, exact. l'idée d'aller sur ces éléments-là. Puis ce que je trouve intéressant, ce que tu partages aussi, c'est que ça change aussi au niveau du leadership. Tellement. Qu'est-ce que toi, tu observes, en fait, là, déjà qui change? Ben, une des choses qu'on voit, c'est que les gestionnaires qui sortent d'une pandémie, puis je ne veux pas rattacher ça à la pandémie, Mm. mais c'est une réalité. Là. Mm. C'est 5 ans. 5 ans, c'est pas si loin que ça. Non. Hein. Puis ça a duré plusieurs années. On a des gestionnaires qui sortent d'une crise et qui se retrouvent dans un nouveau monde, Mm. dans des cadres de gestion qui ne sont plus du tout standardisés. Si on veut. Il y en a qui sont à 2 jours au bureau, il y en a qui sont 100% en télétravail, il y en a qui sont 100% en présentiel. Mm. Et là, on leur rajoute avec l'arrivée de l'IA la gestion hybride. Mm. Vous allez gérer des humains, mais vous allez gérer aussi des agents. Mm. Tu sais, sur papier, ça fait beaucoup de sens, mais dans la Mm. vraie vie, ça veut dire quoi? Et on est là-dedans Mm. en ce moment. Mm. Ça fait que là, tu gères des employés qui sont des humains, qui ont besoin de reconnaissance, de se développer, qui ont des besoins d'équilibre. Tout ça, le gestionnaire a la pression de croissance, d'innovation, d'amener l'organisation au prochain niveau. Puis tu as l'arrivée de l'IA qui transforme toutes les façons de travailler, transforme tous les outils. Puis en plus, on te met des nouveaux agents. Puis là, les agents, ben, il faut les entraîner. Fait on est dans un cadre de gestion où il y a beaucoup de questions, moins de réponses, et où il y a obligatoirement beaucoup de lâcher-prise. Obligatoirement. Et ça, parfois, c'est contre-intuitif. Tu sais, c'est comme... Bien, en fait, on est habitué aussi à gérer, Mais c'est en fait, pas nécessairement par le contrôle, mais la gouvernance, la conformité, de s'assurer, en fait, que tout est en ordre. Fait que là, c'est là où ça déstabilise. de dire, j'ai pas la réponse. En fait, personne n'a la réponse. Mm. Tu sais, et donc, collectivement, comment garder les équipes motivées, engagées?
parce que il y a pas de, il y a, c'est pas écrit, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de guide. On l'apprend au fur et à mesure. Puis, j'aime aussi rappeler que souvent, ces gestionnaires qui vivent cette grande transformation, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que c'est aussi drastique que de passer tu sais, du moment où on était plus tu sais, du siècle industriel, là, tu sais, c'est comme on est là, on repasse dans l'IA, là, c'est un impact aussi fort en profondeur. Mais les gestionnaires qui sont là, ils ont vécu il y a 10, 15 ans l'arrivée du numérique, des médias sociaux, de toute la nouvelle technologie. Ça fait qu'ils ont déjà vécu un choc de transformation des outils de travail. Là. Tu sais, il y a plein de gens qui ils se souviennent du fax, ils se souviennent du petit papier jaune qui était le message téléphonique. Tu sais, J'ai des souvenirs. que le courriel n'était pas considéré comme une communication officielle. C'est le même gestionnaire qui, aujourd'hui, on lui dit, là, tu vas avoir des agents IA qu'il faut que tu entraînes. Fait que ça peut être très demandant pour les gestionnaires. Fait que c'est sûr que d'un point de vue mouvement sur le marché, tu sais, on comprend s'il y en a certains qui disent, tu sais, je pense que je vais faire autre chose. Tu sais, Puis c'est sain de se poser ces questions-là, oui. je trouve. Oui, Tout à fait. Puis c'est vrai que c'est pas notre première transformation. Moi, j'aime bien le mot évolution parce que des fois, ouais, transformation, ça peut donner aussi une idée d'ampleur ou de grandeur, mais puis c'est quelque chose qui est en continu. C'est juste que là, l'écart, la vitesse, la vitesse. l'impact, tout ça fait que c'est pas. Il y a beaucoup d'inconnus. Beaucoup d'inconnus à une vitesse. Parfois, je me questionne si, en tant qu'humain, on va être capable de suivre ce rythme-là. C'est une question saine. Parce que, tu sais, l'humain, c'est quand même des réflexes, Oui. c'est des habitudes. De vivre uniquement dans le changement en continu, c'est sûr que ça met une pression. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'anxiété. Exact. Parce que tu maîtrises jamais vraiment bien. Ce qui fait que c'est sur quoi que tu vas dire, OK, je suis bon à quelque chose. Tu sais, j'ai une valeur. Là. Tu sais, c'est comme, je peux comprendre pourquoi on m'apprécie au travail. Il faut changer tous ces paradigmes de valorisation, Tout à fait. mais à une vitesse, parfois on se demande si on a même le temps de le remarquer. Tu sais, c'est comme ça a juste changé, puis on est rendu ailleurs. Tu sais, c'est comme... Oui, tout à Fait que je fait. me demande si l'humain, à un moment donné, va pas mettre un frein juste pour pouvoir survivre. Mais ça, c'est une question plus philosophique, là. Oui, Mais effectivement. Puis je le comprends parce qu'effectivement, on l'a vu aussi dans les évolutions antérieures, puis même dans la pandémie, tu disais ça comme exemple, il y avait aussi de la fatigue au niveau de la gestion de changement, beaucoup. Fait que c'est vrai que faut appuyer les gens. Moi, c'est ma tu sais, c'est ma grande conviction. Puis comment on peut en fait développer les compétences. Parce que pour moi, ça, c'est un peu comme des muscles. En oui, fait, si tu veux devenir des athlètes, faire des compétitions, c'est vraiment ça qui va t'aider, en fait, puis t'appuyer. Fait que c'est ben, tu vraiment... sais, le fameux 10 000 heures pour avoir une Mm, compétence ou une mm. aptitude, je ne sais pas si aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, c'est encore 10 000 heures. Ils vont avoir Ouais, des peut-être que ça études, va être différent, oui. mais c'est encore l'humain Mm, derrière la machine qui doit exact. apprendre une nouvelle compétence. Là. Ça fait que peut-être que le 10 000 heures va encore être là pour avoir une pleine maîtrise. Ça fait que cette vitesse-là vient vraiment nous bousculer énormément. Puis ça nous empêche, puis ça me permettrait peut-être de faire un lien avec un sujet que tu voulais aborder, le leadership au Oui, féminin. Euh, la vitesse actuelle peut être très confrontante pour les profils qui se posent plus de questions naturellement, plus analytiques, plus au détail, parce que ça va tellement vite que le temps qu'on se pose la question, on est déjà ailleurs. Fait que la pression que ça met en ce moment sur le leadership est quand même vraiment important. Il ne faut pas le minimiser. Puis ça bouscule. Puis je veux pas identifier le profil féminin parce que c'est pas mon genre. Puis j'ai souvent dit, moi, le leadership au féminin, c'est pas nécessairement... c'est pas mon... Comment je pourrais dire? Ma mission. Parce que je crois profondément à l'égalité. C'est
c'est pas une question homme-femme. On doit être reconnu pour nos compétences, pour notre leadership, pour la valeur qu'on amène à la table. Et je sais que le contexte n'a pas été facilitant. Mm. Mais si je pense à ma carrière, j'ai toujours voulu faire abstraction de cette dimension-là pour dire, c'est pas parce que je le sais pas, je le sais, mais ça va pas me définir. Mm. Mais une femme se pose plus de questions, se remet en question plus. Puis je me demande si aujourd'hui, est-ce que ça va pas favoriser ce style de leadership qui parce qu'elle se pose des questions en continu, a peut-être plus d'ouverture à aller chercher des réponses, à aller chercher des nouvelles compétences, à se challenger. Et on se challenge en continu. Là. C'est comme, on est toujours en train de dire, j'aurais-tu pu faire mieux? Comment je pourrais faire autrement? Est-ce que c'était le bon... Tu sais, c'est comme... Et aujourd'hui, on a besoin de ça pour pouvoir avancer dans sa carrière. Fait que je lance ça comme ça. Je me dis, est-ce que cette vitesse-là, la femme va mieux le gérer parce que elle se pose tellement de questions déjà. Là. Tu sais, c'est comme... Puis effectivement, je voulais l'aborder avec toi parce que le leadership au féminin, moi, ce que j'observe, en fait, parfois, c'est un sujet qui est sensible. Oui. En fait, je trouve. Puis je trouve que, personnellement, la façon le regard qu'on porte sur ce sujet-là, des fois, j'ai pas l'impression que c'est celui, en fait, qui, pour moi, en fait, est je veux pas dire le plus important, mais qui est pas nécessairement l'angle que moi je le ferais. En fait, c'est pour ça que je voulais qu'on l'aborde ensemble, parce que moi, je trouve que dans les discussions que j'ai eues avec toi, j'aborde un peu dans le même sens sur, tu sais, le leadership au féminin. D'abord et avant tout, c'est du leadership. Puis tu parlais de l'égalité. En fait, pour moi, il y a une notion de complémentarité, en fait, dans nos traits, dans nos forces. Puis j'ai l'impression que c'est pas au détriment de... Pour moi, c'est beaucoup ça. C'est pour ça que je voulais l'aborder un peu avec toi, parce que ça revient un peu, je trouve, à la définition du leadership. Oui, parce que dans un monde idéal, le leadership ne devrait pas être genré. Tu es la bonne personne pour la bonne chaise au bon moment. Exact. Pour livrer ce qui est souhaité. Et ça devrait être ça le base, filtre décisionnel. Après, il y a la réalité. Exact. C'est ça. On le connaît. On parle de discrimination systémique, des choses comme ça. Oui, dans certains domaines, organisations. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut le défendre. Mais le leadership, fondamentalement, ça prend des aptitudes, des caractéristiques, du courage. Que tu sois homme ou femme, du courage, c'est du courage. Exact. Puis être gestionnaire, avoir du leadership, ça demande du courage. Ça demande la capacité à prendre des décisions. Puis est-ce que c'est la meilleure? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est celle du moment? Tu sais, il faut être capable de prendre des décisions. Donc, pour moi, c'est pas genré. C'est une compétence, une aptitude. Exact. Puis je rêve du jour que ça va être... C'est là où on va être dans... Tout à fait. Quand on embauche, c'est... On embauche la bonne personne pour le bon rôle, pour ce qu'on souhaite accomplir. Exact. Pour moi, c'est ça la mission, en fait. Puis, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il n'y a pas un modèle de leadership. En fait, c'est vraiment de trouver cette adéquation-là avec le besoin organisationnel. Oui, la culture, mais des fois, il y a des périodes aussi. Une organisation évolue, on parlait de la vitesse. Parfois, il y a un certain style de leadership qu'on a besoin. Puis à ce moment-là, moi, j'appelle ça un peu comme des chapitres. C'est un chapitre, puis après ça, bien, autant l'individu qu'autant l'organisation, des fois, on est prêt pour autre chose. Puis c'est très sain. Bien, je trouve ça intéressant que tu abordes, la ligne du temps d'une organisation. J'ai la chance de mentorer des startups. Puis, souvent, c'est très confrontant. Tu as le fondateur qui a été excellent pour lancer une nouvelle idée, un nouveau produit. Ça prenait un profil comme le sien pour pouvoir réussir ce lancement. Parfois, c'est pas cette personne-là qui est capable de prendre cette entreprise puis de l'amener de 2 millions à 10 millions. Ça prend un autre profil qui a d'autres expériences, d'autres compétences. Et je crois beaucoup à la ligne du temps d'une organisation. Où est-ce qu'elle est rendue dans son cycle de maturité? Est-ce qu'elle est en croissance? Est-ce qu'elle est en hyper-croissance? Est-ce qu'elle est en optimisation? Est-ce qu'elle est en décroissance? Tout ça fait partie de la vie d'une organisation ou d'une entreprise. Et c'est un arrimage alors de
leadership. Parce que c'est pas parce que tu es un super gestionnaire dans une entreprise en Mm. croissance que si on te met dans une organisation qui est en optimisation, que ça va fonctionner. Il peut y avoir un décalage complet entre ton énergie, ta vitesse de prise de décision, les défis que tu veux avoir versus ce que l'organisation a besoin. Mm. Fait que tout revient à cet arrimage Mm. de motivation, oui, mais de compétences, de style de leadership avec une organisation, son ADN, ses valeurs, mais aussi où est-ce qu'elle est, puis qu'est-ce qu'elle veut accomplir. Souvent, je dis, c'est le plan stratégique, c'est cette vision stratégique qui donne le ton Mm. à l'arrimage, là. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que ben, c'est ça des fois le piège, hein, de s'accrocher en quelque Ouais. sorte. Mais c'est là où que je trouve que le reprenariat, pour revenir à ce sujet d'actualité, c'est tellement intéressant parce que ça permet en fait à des gens de pouvoir reprendre en fait justement des organisations. Qui ont besoin parfois d'un second souffle. Puis je le dis avec beaucoup d'empathie parce que quand tu es entrepreneur, que ça a été ton bébé, que tu as tout donné et tout sacrifié pour, pour cette entreprise-là, ça t'a défini. Là. C'est comme pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'était ce que tu étais. Puis là, on te dit, puis en réalité, c'est que tu le réalises toi-même, que tu es peut-être rendu à passer le flambeau. Ça demande beaucoup d'humilité de Tout à dire, fait. ben, la prochaine personne, elle va pouvoir l'amener ou moi, je ne peux pas l'amener. Mm. Elle va pouvoir lui donner ce second souffle, va lui permettre de passer à un nouveau chapitre. Tu vois, tu regardes l'organisation, mais l'organisation du début, puis celle qui est 10, 20, 30 ans plus tard, c'est pas la même entreprise. Fait que cette même entreprise qui va être à 40, 50, 60 ne sera pas la même entreprise. Les entrepreneurs ont besoin d'avoir cette humilité, mais pour moi, puis je le dis avec, avec une petite pointe de défi, parce que c'est le défi que je me mets à moi-même, c'est quand on a racheté, j'ai déjà commencé à penser à la suite. Parce que mon objectif, c'est de dire, la tête chercheuse va durer après moi. Mais le après moi, je ne peux pas le contrôler. Je peux le préparer, je Exact. peux je peux m'assurer que ce qui est là est à sa pleine valeur, est à son plein potentiel, l'amener plus loin pour quelqu'un d'autre et le goût de l'amener encore plus loin. Mais ce après, il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre. Puis ma fierté, ça va être dire, ça continue. Pas que c'est pas moi qui ne l'a pas fait. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir cette capacité de réaligner son indice de succès. C'est la suite qui est peut-être le plus grand succès de cette entreprise-là. Puis au Québec, il y a un grand défi, on le sait. Là. Oui, exact. Il y a comme, il y a un chiffre, c'est que 10 000 entreprises qui doivent être reprises. C'est comme... Et c'est beaucoup, là, ça prend beaucoup de repreneurs. Oui. Puis ça prend beaucoup d'entrepreneurs qui sont prêts à le faire. Exact. Pas sûr que tout le monde est prêt à le faire, Ouais. mais ça serait extraordinaire. C'est exact. comme Le défi est là. Le défi est là. Donc, ça prend du repreneur, beaucoup d'empathie, puis de l'entrepreneur, un réalignement, je pense, de dire mon succès, c'est pas ce que j'ai fait, ça va être cette suite-là que j'aurais permis. Puis en t'écoutant, là, je trouve que ça démontre, en fait, on parle beaucoup de l'importance de la posture, puis je trouve que c'est des exemples très concrets. Puis aussi dans l'importance de préparer sa relève. Oui. Quand tu dis ça, ben tu es capable, en fait, en quelque sorte, d'apprécier l'organisation, son cheminement, l'apport, en fait, évidemment, de toi et ton équipe, mais aussi un certain détachement de dire il y aura une suite, puis c'est la beauté de cette histoire. En fait. Oui, parce que pour moi, une entreprise, c'est un citoyen économique. Tu sais, une entreprise fait vivre des gens, Exact. des familles. Oui. Elle permet à des gens de s'épanouir, d'acquérir une maison. Tu sais, il y a une responsabilité qui vient avec le fait d'avoir une entreprise. Donc, ça doit durer dans le temps. Ces gens-là te font confiance là, pour leur vie ou une portion de leur exact, vie. Là, oui. Il y a une responsabilité, en fait. Il y a une responsabilité. Tu sais, tantôt, je te disais, j'ai voulu le faire avec Annie parce que partager l'imputabilité, c'est parce que je vois cette imputabilité. Tu sais, c'est une compagnie, c'est pas
ça m'appartient pas. J'ai jamais eu ce sentiment-là. C'est parce que ça fait vivre des gens, ça accomplit quelque chose pour des clients, Mm. ça joue un rôle économique, là. Tout à fait, effectivement. Puis je pense qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, en fait, sur toute la valeur, en fait, de ces sujets-là. Y a-t-il des éléments, en fait, qui pour toi, soient un conseil ou des éléments, en fait, que tu aimerais partager qu'on n'a pas eu la chance, en fait? Mais écoute, je pense que tous ces sujets-là nous amènent à peut-être, et vu l'époque Mm. qui s'accélère à tout plein de niveaux, c'est de se mettre dans une posture d'accepter qu'aujourd'hui, on est moins bon que demain. Mm. Puis de le prendre avec plein d'ouverture, puis pas comme une défaite ou un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, mais je pense que les prochaines années vont nous obliger à accepter qu'à chaque jour, on apprend pour demain. Et demain, on va apprendre pour le lendemain. Puis de se laisser aller dans cette énergie-là au lieu de résister, parce que c'est peut-être là où on enclenche les... Tu sais, dès qu'on résiste, il y a un stress, Oui. il y a de l'anxiété, Mm. il y a du questionnement, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et le changement technologique, les nouveaux outils, les nouvelles façons de gérer, on contrôle une portion, mais concrètement, on ne contrôle pas l'ensemble. Donc, tu sais, je pense que c'est de travailler à être meilleur à chaque jour pour le lendemain, là. Effectivement. Puis quand je t'écoutais, j'ai l'impression qu'aussi c'est avec ouverture, mais d'y prendre plaisir aussi, en Oui, quelque sorte. Hein. Veux pas. tellement, parce que tu apprends en Mm. continu. Tu Mm. sais, il y a un côté de rester très jeune, allumé. Tu Ouais. sais, on pense que c'est toujours les jeunes qui doivent apprendre Mm. pour le restant de leur vie. Non, tu sais, aujourd'hui, tu apprends tous les jours Mm. pour le restant de tes jours. Tu sais, fait qu'on reste jeune. Tout à fait. Puis en parlant de ça, je terminerais peut-être par une dernière question que j'aime beaucoup poser. Justement, si tu avais à parler à Elisabeth, en fait, là, plus jeune, en fait, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, quel conseil tu lui donnerais? Oh, ça, c'est toujours la question. C'est une question qu'il faut même se poser régulièrement. Moi, j'aime bien, en fait. Oui, vraiment, j'aime ta question. Je lui dirais dans un premier temps, de plus écouter son intuition. Mm. L'intuition, c'est un amalgame de plein d'informations, plein d'expériences, plein de connaissances qui, tout d'un coup, sortent à un moment X, puis tu sais pas d'où ça vient, mais tu as l'intuition de. Mm. Puis parfois, on se dit, l'intuition, c'est un peu éso, là, tu sais, c'est comme... Mais en réalité, c'est comme un condensé de tout ce que tu as vécu, emmagasiné pour un moment attendu. Ça fait de faire plus confiance à son intuition. Parce que fondamentalement, c'est de faire plus confiance. Parce que souvent, c'est là où c'est dans l'hésitation qu'il y a des choses que par la suite, tu peux regretter parce que tu n'as peut-être pas pris la décision que tu aurais dû prendre. Ou en tout cas, fait que l'intuition, je pense que c'est un élément où je me serais dit, elle a plus de puissance que tu penses. Ah, c'est un très bon conseil, en fait. Je pense qu'il peut nous servir aussi encore aujourd'hui, peu importe notre âge. Donc, merci beaucoup pour ça. Dans le fond, je voulais aussi en profiter pour féliciter, en fait, pour aussi, je pense, la 30e année de la tête chercheuse. Oui, en fait, on est là, dans notre 30e année. Je le dis avec beaucoup de fierté parce qu'une entreprise à 30 ans, c'est comme une maturité. Ben une oui, tout à fait. Il y a comme solidité, une fierté, je pense, à avoir aussi, là, qui a contribué aussi pendant plusieurs années. Une fierté d'avoir bâti quelque chose avec une équipe extraordinaire, avec une associée exceptionnelle, avec, tu sais, il y a eu le avant nous aussi qui est dans ce 30 ans qu'il faut reconnaître. Tu sais, il y a eu plein de talents tout le long de l'histoire. Donc, c'est ça, 30 ans, puis c'est ça qu'on va vouloir souligner aussi. Tu sais, bâtir solide, c'est plein de pierres que tu mets ensemble puis qui font que l'entreprise, ben,
elle perdure dans le temps. Donc, oui, une grande fierté pour Très grande fierté. Puis je trouve qu'il y a un défi de pérennité, en fait, aussi de l'organisation. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis merci beaucoup, en fait, d'avoir pris le temps pour cette conversation, en fait, aujourd'hui. Puis pour ceux, en fait, qui voudraient continuer à t'entendre, en fait, on peut te suivre, évidemment, sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux. Et également, on a un balado qui s'appelle Parlons chiffres, qui parle de certains sujets clés des ressources humaines et du talent. Bon, bien super. Bien, merci encore une fois. Puis merci à tous ceux, en fait, là, qui nous ont écoutés. En fait, donc, si vous voulez en savoir davantage, en fait, n'hésitez pas à nous suivre sur leadershipevolution.ca. Merci. Merci, Mélanie.